Bonjour, bienvenue à cette troisième partie d'entrevue d'experts où on interviewe Jean-Marc Lavoie. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir encore. Merci Jean-Marc d'être là. Alors, aujourd'hui, on va voir les antipatrons culturels nuisants à DevOps. On en a répertorié, Jean-Marc et moi, une dizaine et on va vous les expliquer aujourd'hui. Donc, petit rappel. Dans la première vidéo, on a vu un bref historique de DevOps afin de comprendre pourquoi les organisations adoptent DevOps. Dans la deuxième vidéo, on a exploré c'était quoi le DevOps et dans cette troisième vidéo, on va vous expliquer les antipatrons culturels nuisant à la mise en œuvre de DevOps. Alors, Jean-Marc, on a vu aussi les mesures. Il y avait les 4 mesures clés. Donc, délai de réalisation, fréquence de déploiement, délai moyen de remise en service et aussi pourcentage de défaillance auquel, donc ça, on appelle ça les 4 mesures clés, auquel on ajoute une 5e mesure clé qui est aussi la disponibilité des logiciels. Sachant que ces mesures-là constituent dans l'ensemble ce qu'on appelle la performance de livraison de logiciels, que lorsqu'on l'améliore, ça vient aussi améliorer notre performance organisationnelle et notre performance non commerciale. Ensuite, DevOps, c'était quoi? DevOps, c'est 5 principes clés. Qualité, petit lot, automatisation, amélioration continue, responsabilité. Et on trouvait aussi 24 capacités classées en 4 catégories, dont 11 capacités techniques, 4 capacités de lean management, 4 capacités de développement de produits lean et 5 capacités de leadership transformationnel. Maintenant, les antipatrons culturels. Donc, comme j'ai dit tantôt, on en a répertorié une dizaine. On va les voir un par un. Mais c'est juste une dizaine qu'on a trouvé parce qu'il y en a beaucoup plus que Il y ça. en a beaucoup plus que ça. Fait qu'on va commencer par ces 10-là. Alors, Jean-Marc, c'est quoi un antipatron culturel? Ben, l'antipatron culturel, c'est une solution qui semblait bonne à l'origine parce que quand on l'a utilisé au début, on l'a utilisé pendant plusieurs années, ça fonctionnait. La problématique, c'est que le contexte a changé. Puis notre solution, elle ne convient plus à notre nouvelle réalité. Donc, ça ne fait plus le travail aujourd'hui dans la réalité. On ne peut pas imaginer que Amazon ferme son site web pendant 2 jours pour faire une mise en production 2 fois par année. C'est impensable aujourd'hui. Il faut changer nos façons de faire. Il faut livrer plus rapidement parce que la compagnie qui réussit à avoir la nouvelle fonctionnalité le plus vite possible, c'est elle qui gagne du chemin sur les autres parce qu'elle offre une nouvelle fonctionnalité plus rapidement. Une fonctionnalité qui fonctionne bien. Bien sûr, ça prend un minimum de qualité. Donc, nous, notre travail, ce qu'on a fait ensemble, c'est que l'entrevue, je fais l'expert pour l'occasion, mais enfin, on a fait ça ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié nos antipatrons. Donc, on est venu attacher des capacités qui sont connues, qui sont prouvées comme étant bénéfiques au DevOps. Et on est venu trouver des pratiques qu'on voit en entreprise, qu'on voit dans plusieurs entreprises. En général, les gens reconnaissent ces pratiques-là. C'est des habitudes qui ont été prises dans le passé, puis on a de la difficulté à s'en défaire, parce que les gens souvent ne comprennent pas exactement pourquoi ils doivent s'en défaire. Ouais. Puis on a répertorié les capacités que ces mauvaises habitudes-là viennent impacter, que l'antipatron vient avoir un effet. Donc on dit que si on impacte. Pour chaque antipatron, on va décrire l'antipatron, les conséquences de cet antipatron-là en ciblant lesquelles des 24 capacités ça vient limiter. Et on va aussi donner une liste brève des solutions qui peuvent être apportées pour éviter ou se débarrasser de cet antipatron. Super. Alors, commençons avec le premier, Project Owner au lieu du Product Owner. Ouais, ça arrive quand même malheureusement souvent. C'est quand on se retrouve avec un gestionnaire de projet qui vient
essayer de mettre en place une approche projet pour venir gérer les échéanciers. Puis, au lieu de s'occuper de l'agilité puis du produit qu'il veut bâtir, ben, il essaie d'expédier le projet pour s'assurer qu'on rentre dans les délais, qu'on s'en débarrasse et qu'on passe à autre chose. Le problème, c'est qu'on veut faire un produit et non pas un projet. Oui, parce que en mode DevOps, donc quand on passe au DevOps, on fait la transition du développement par projet vers le développement par produit. Alors, ça devrait venir changer nos comportements et le focus sur la date de livraison, il est différent dans le sens où déjà qu'en agile, en général, l'échéancier, on ne regardait pas pour livrer l'entièreté du produit à cette date-là. On regardait de prioriser de qu'est-ce qui avait le plus de valeur d'affaires qu'on pouvait être capable de livrer à cette date-là. Mais en DevOps, on va livrer les fonctionnalités qui ont le plus de valeur en premier. En s'assurant qu'on les garde en production. Puis le changement de mentalité est un peu équivalent entre passer de je produis des maisons que je vends et dès que j'ai finalisé la maison, je passe à la suivante et je la vends, versus commencer à produire des maisons que je vais louer. La journée où je commence à vraiment vouloir les louer puis travailler dans un mode produit, bien là, à ce moment-là, je vais vouloir m'assurer que j'ai pas trop de défauts parce que je vais devoir réparer ces problématiques-là. Je vais m'assurer que d'avoir un service à la clientèle, puis si j'ai mal fait la plomberie et que ça coule à 2 heures le matin, ben je vais devoir les réparer. C'est un peu ça, travailler en DevOps. On s'assure qu'on opère le système qu'on a mis en place. Alors, les aspects qualité deviennent plus importants encore. Ok. Alors, si on n'avait pas une mentalité de qualité déjà quand on était en mode agile, passer en mode DevOps avec de la mauvaise qualité, c'est pas une condition gagnante, là. Non, définitivement pas. Parce que c'est nous qui s'occupent de notre produit. OK. Et là, ben, cet antipatron a quoi, Jean-Marc, comme conséquence? Ouais. Donc, au niveau des conséquences, première chose, ben, on va finir avec des solutions qui sont prédéfinies. J'ai fait un échéancier de projet et j'ai mis en place une solution qui était déjà préétablie, bonne ou mauvaise. J'ai pas expérimenté. Donc, l'équipe n'est pas capable d'expérimenter. On va mettre en place ce qui est écrit sur le papier, point la ligne. On va souvent retenir la livraison parce que je veux livrer le projet à cette date-là qui est dans le 4 sprint. Ben, je vais retenir la livraison. Même si ça pouvait être déployé, c'est pas grave, je vais attendre. Ouais, Okay? mais là, quand il y aura un bug, il va c'est être loin. quelque chose qu'on a développé il y a 4 mois, on s'en rappelle peut-être plus, là. Ah, clairement qu'on s'en souvient pas. Ça vient brimer notre capacité de travailler en petits lots parce que là, tout d'un coup, on ne travaille pas sur des petits sprints. On a retenu la livraison de toute façon. Pendant qu'on retient la livraison, on n'aura pas la rétroaction des clients ni celle de la production. Fait que le problème que j'ai créé, que normalement j'aurais vu en production, ben, ce problème-là, quand je vais le mettre en production, je vais le voir 10 fois plutôt qu'une. Et le corriger plus tard pourrait s'avérer beaucoup plus coûteux. Ben, je vais le corriger 10 fois. Ouais. Clairement. Donc, c'est souvent de l'économie de bout de chandelle. Ouais. Puis souvent, ben, dans ce mode de fonctionnement-là, on va dissocier l'équipe parce qu'on pense produit. Donc, on va séparer l'équipe, on va les envoyer travailler ailleurs et il n'y a plus personne qui est responsable du produit. Bon, c'est pas un produit dans le fond, du logiciel qui a été livré en production. Ça va être passé à une autre équipe qui va essayer de faire ce qu'ils peuvent avec, mais l'équipe qui le fabrique, en sachant qu'ils vont être démantelés, ben, ils se sentent pas responsables de la qualité de ce logiciel-là. On a des solutions, hein? Bien sûr. Ben, il faut d'abord commencer à travailler sur la création d'un produit qui va évoluer. Donc, essayer de se doter de cette mentalité et l'approche qui vient avec, comme quoi on développe un produit et non pas un projet. Antipatron numéro 2. Vite. Oui, là, vite. Alors, on a tous entendu parler que DevOps, ça permettait d'aller plus vite. Ouais. Ben là, malheureusement,
il y a des gens qui entendent juste le plus vite. Ils n'entendent pas on va déployer plus fréquemment des plus petits morceaux et les choses vont se retrouver en production plus rapidement. Et on va automatiser les tests, le Oui. déploiement, la gestion des données de test, etc. Ce qui sonne à l'oreille, c'est qu'on va faire plus vite. Donc, on essaie d'aller plus vite. Fait qu'on tourne les coins ronds. Oui. Je dis souvent que faire du DevOps, c'est pas d'apprendre à courir plus vite. Faire du DevOps, c'est d'apprendre à faire de la trottinette, apprendre à faire du vélo, d'apprendre à faire de la moto, pour finalement d'apprendre à faire de la moto tout terrain. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir me déplacer plus rapidement. Puis comme je suis capable de faire de la moto tout terrain, je vais peut-être pouvoir prendre certains raccourcis éventuellement pour aller encore plus vite. Parce que je vais passer dans parce qu'on aura un chemin qui est mal et on fait. aura les capacités de le faire. Mais ça n'est pas de courir plus vite. En courant plus vite, on va juste épuiser les troupes. Puis après un certain temps, on va avoir obtenu les chiffres, mais pas longtemps. Et quelles sont les conséquences de ça? Les conséquences. Donc, en général, on va mettre de côté les 5 principes clés. Donc, nos principes de qualité. Si on oublie ça. Qualité, petit lot, automatisation, l'amélioration continue, la responsabilité, on va laisser les autres de côté. On va escamoter ça, on va juste essayer d'aller vite. Alors, les solutions à ça, il faut implémenter les 4+1 indicateurs clés, les suivre et essayer d'améliorer cette performance du logiciel, de livraison de logiciel, mais d'améliorer en fonction des résultats, de ce que la mesure fait. La mesure, elle va s'améliorer parce qu'on implémente mieux les 24 capacités. Donc, il faut évaluer régulièrement les capacités DevOps puis prendre action pour les améliorer d'une fois à l'autre. Mais il faut aussi former les gestionnaires. Souvent, c'est eux qui prennent des décisions mal informées. Ouais. Donc, autant qu'en Agile, quand on voulait déployer l'agilité, je disais que les premiers à former, ce sont les gestionnaires afin qu'ils puissent soutenir adéquatement l'initiative. Quand on veut passer d'Agile à DevOps, c'est pareil. Il faut former les gestionnaires afin qu'ils puissent comprendre à quoi ils doivent s'attendre. Ils doivent comprendre quels sont les comportements qui doivent changer. Puis aussi comprendre ce qu'ils ont besoin de faire pour mieux soutenir les équipes. Antipatron numéro 3, la planification par budget au lieu de par valeur. Donc, c'est un classique. On a assigné des valeurs monétaires à chacune des équipes pour leur budget d'opération pendant l'année. Donc, on a fait ça en fonction des équipes de développement, mais on ne s'est pas préoccupé de comment on va livrer de la valeur aux clients. On s'est juste occupé des gens qui livrent quelque chose. On n'a pas fait le lien, on n'a pas rattaché ça, on a juste budgété séparément les choses. Okay? Puis ça... Et là, ça, quand l'équipe a besoin d'expérimenter pour acheter un nouvel outil, une licence de quelque chose, là, elle peut pas parce que ça n'avait pas été prévu il y a 9 mois de ça, quand c'était le début de l'année, par exemple, l'année fiscale. Et puis là, on est coincé avec un budget qui représente, dans le fond, la main-d'œuvre. Et un peu de dépenses, mais c'est des budgets rigides. C'est-à-dire qu'on a un processus qui se veut agile, mais on a un budget qui ne suit pas. Qui est trop rigide. Des fois, on a trop de budget, des fois, on en a pas assez. Puis ceux qui en ont trop pourraient en donner à ceux qui en ont pas assez, mais ça a l'air que ça ne marche pas de même, les vases communicants, parce que dans la plupart des organisations, les budgets alloués au projet et non pas à l'ensemble du développement, ils sont un peu trop figés. Ouais. En fait, on a plusieurs conséquences. On peut commencer à y passer un petit peu. Donc, parfois, le contrôle budgétaire va être excessif. On veut que ça arrive à la scène à la fin de l'année. Si on n'a pas dépensé assez, il faut dépenser plus pour plus. Sinon, on va se faire couper notre budget l'année prochaine. Il y a des années où on a besoin de plus. Oui. Puis d'autres années, on a besoin de moins. Fait que là, si on ne veut pas se faire couper le budget de l'année prochaine, on fait toutes sortes de dépenses
qui n'ont peut-être pas la valeur qu'on voudrait. Non. C'est peut-être pas la meilleure manière de dépenser. Ouais. Puis, comme tout est prévu beaucoup trop d'avance, ben, nos équipes n'ont pas l'opportunité de profiter de certaines occasions ou d'être plus autonomes dans leurs décisions, sont pris avec ce qui a été décidé à l'avance. Puis souvent, ben, ça devient désaligné avec nos besoins. Parce que les besoins ont évolué. Ce que j'ai vu comme opportunité ou comme besoin il y a Chez l'utilisateur. 10 mois, ben, c'est peut-être plus ça aujourd'hui. J'ai peut-être d'autres opportunités et je voudrais aller les vérifier, je voudrais expérimenter, mais pour expérimenter, il faut que j'aie une licence de tel outil. Je peux pas, j'ai pas les fonds. Il y a plein de raisons comme ça qui vont m'empêcher d'expérimenter puis de venir améliorer un peu là, ce que je livre aux clients. Puis des fois, il y a des équipes à côté qui auraient besoin de plus de fonds, puis une autre en a trop, mais on n'est pas capable de transférer les vases communicants, comme tu dis, ça marche pas. Ça marche pas. Puis, bien sûr, ben, moi, j'essaie de livrer une fonctionnalité pour livrer une valeur, mais j'ai besoin de l'équipe à côté. Elle n'était pas au courant. Son budget ne lui permet pas. Donc, j'ai besoin de l'équipe à côté pour livrer ma fonctionnalité. J'ai besoin que cette équipe-là m'aide pour faire le fonctionnement, mais je ne peux pas. Donc, mes travaux à moi vont rester là, puis ils vont rester sur la tablette. C'est de la perte en ligne. C'est des travaux qui sont en cours, mais que je ne peux pas compléter tant que je n'ai pas finalisé avec l'équipe à côté. Puis, à un certain point, ça peut devenir malsain au point où on va cacher notre transparence, on va limiter notre transparence, on va facturer sur des codes de budget d'une équipe à l'autre, sur le mauvais code. On va briser la gestion visuelle parce que, OK, tu travailles sur quelque chose, mais tu factures sur l'autre code de projet. Fait qu'on ne le rendra pas visible. OK? On ne le verra pas. Alors, on va travailler. On est en train de se mentir à soi-même. Et tellement que j'ai déjà vu des cas où on a félicité des gens pour leur implication sur un projet, juste basé sur les codes de facturation, parce que cette personne-là, elle avait été facturée sur un autre code de projet sur lequel elle n'a jamais travaillé. Elle a été félicitée pour un projet sur lequel elle n'a pas travaillé, puis c'est quelqu'un d'autre qui a été félicité pour son projet à elle. Fait qu'on n'a pas donné la reconnaissance aux bonnes personnes. Et ce qui est problématique. Hein, surtout qu'on a voulu féliciter les gens, Ouais. on n'a même pas félicité les bons. C'est difficile un peu. Oui. On a des solutions un peu. Oui. Comme solution, ben, il faut adopter des budgets lean. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce Oui, ma conjointe a fait son bac, puis le cours de gestion de projet en TI, comptabilité. en comptabilité, oui. Et le cours de gestion de projet TI, ben, l'agilité, c'est une ligne dans les diapositives. C'est pas très. C'est encore traité, le budget pour les équipes TI est encore trop souvent traité comme un centre de coût. C'est pas un investissement. Et à ce titre, je dois avouer que au niveau baccalauréat, la formation qui est donnée dans les écoles de gestion, elle commence à être obsolète. On en parle un peu plus dans des cours de maîtrise, mais disons que les universités qui donnent des cours de gestion des TI ont besoin de se mettre un petit peu plus au goût du jour. Ça va venir. Ça va venir. Ensuite, ben, ce qu'on veut dans nos fameux budgets lignes, c'est de financer la chaîne de valeur, premièrement, ajuster l'horizon d'investissement, puis employer un budget participatif. Donc, l'horizon d'investissement, ben, on veut d'une part d'être capable de pouvoir jouer avec notre budget à court terme, parce que les choses se passent plus vite en DevOps qu'en développement traditionnel, mais aussi on veut l'ajuster sur la durée de vie utile du logiciel, qui n'est pas juste des tranches d'une année. Un logiciel peut avoir une durée de vie utile de quoi? 5, 10, 15, 20 ans des fois. Là. C'est pas les mêmes besoins en fonction du démarrage d'un produit versus la mise en place de beaucoup de fonctionnalités versus la mise en opération avec j'ajoute beaucoup de clients, j'ai fait mon logiciel, j'ai les fonctionnalités, parfait, maintenant on fait une grosse promotion, hey, on fait de la pub, là on a plein
gens qui viennent l'utiliser. C'est pas la même chose que, OK, parfait, on a un flux, c'est régulier, et ce logiciel-là, ben, finalement, on va le remplacer par un nouveau truc plus au goût du jour. Une Ben, nouvelle je vais arrêter technologie ou autre, là. je vais le moins le maintenir, je vais arrêter d'investir dessus. Fait que cet horizon-là varie, puis doit être réajusté constamment, là. Ouais. Donc, pardon. Alors, financer la chaîne de valeur aussi, c'est quelque chose qui est important. On va essayer de mettre nos investissements là où il y a de la valeur d'affaires à aller chercher Sur toute la ligne. sur toute la ligne, mais encore faut-il savoir la mesurer, l'estimer puis la mesurer. Ça, c'est un autre aspect que la plupart des gestionnaires que j'ai rencontrés, ils n'avaient pas appris à faire ça. Voilà. Antipatron numéro 4, le mini waterfall. Ah, le mini waterfall, c'est quand on prend notre sprint, on le découpe en phases, puis on commence au début toutes les analyses, toutes les conceptions, tout le code, tout le test, parce qu'on fait le test après le code. Puis ça, ben, on essaie de faire ça en séquence de même, mais sur une séquence de 2, 3, 4 semaines. OK? Alors qu'on devrait le faire sur une séquence de une fonctionnalité. Ouais. Puis là, ben, on se retrouve qu'on manque toujours de temps Ben pour faire les oui. tests. C'était comme ça en traditionnel. Ouais. On fait juste répéter la même chose, juste Wow. sur un plus court horizon de temps. À la limite, ben, on veut le faire encore plus court. On veut le faire sur une fonctionnalité. Puis ça va être correct si en 2, 3 jours, je fais mon analyse, mon implémentation, mes tests. Ben, les tests à peu près en même Ouais. temps que l'implémentation. Sauf que Ça va aller bien. compagnie qui travaillait comme ça en mode traditionnel, elle arrive en DevOps, ils ont gardé la surspécialisation Oui. des personnes. Passons aux conséquences. Alors, Oui. conséquence, Jean-Marc. Ben oui, on a des transferts. Sur spécialisation, puis là, on s'entend là, que sur une fonctionnalité, je ne peux pas faire passer. Si j'essaie de faire une fonctionnalité en ligne droite, puis que j'ai 5 personnes différentes d'impliquer, ben, à chaque passage d'une personne à l'autre, je vais passer du temps à discuter. Parce que chaque personne a son silo. Ça, ce transfert-là en ligne, c'est de la perte, c'est du gaspillage. OK? Mhm. Fait que ce qu'on veut, c'est passer l'information des besoins, donc avoir un contact avec le client, que ça soit le plus direct possible, que l'équipe qui est là soit multidisciplinaire, soit capable de travailler qu'une personne soit capable de travailler avec ses collègues pour régler les problématiques. Mais on ne veut pas faire ce transfert-là, c'est vraiment une perte. Et c'est une raison de se déresponsabiliser parce que souvent, on va avoir une personne qui fait le contrôle qualité à la fin, là, qu'on appelle souvent une assurance qualité, mais en fait, ils font juste du contrôle qualité. Ils font pas de l'assurance qualité, ils font juste faire des tests. Puis là, on se dit, ben, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va faire les tests après, je suis pas responsable de ma qualité. Je vais laisser ça aller. Fait que ces transferts-là nuisent là-dessus. OK? En effet. Ça va aussi retarder notre rétroaction, le fait que je travaille de même. Je vais tout livrer à la fin. Alors que j'aurais pu faire une fonctionnalité, puis la livrer, la vérifier, la valider, avoir le feedback, la réparer tout de suite. OK? Puis au lieu d'avoir 4 fonctionnalités à moitié livrées, ben, j'aurais eu 3 fonctionnalités complètement livrées. Oui, parce que OK? là, c'est de l'inventaire, ça. Là. Oh oui. L'inventaire, c'est du C'est gaspillage. de l'inventaire, c'est de la rétroaction de clients que j'ai pas, c'est La validation qui qui déborde déborde le du sprint. sprint. Parce que là, ma personne qui fait la validation se retrouve généralement le vendredi matin avec plein de livraisons à faire. Puis là, ben, Ah, pas le temps. ça rentre pas. Ça rentre pas dans le sprint. Fait que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer le sprint suivant parce que de toute façon, elle va s'ennuyer les premiers jours du prochain sprint. Fait qu'elle va continuer à travailler là-dessus de façon invisible, cachée. On va dire, waouh, on a livré, on l'a fait. Puis là, ben, cette personne-là va par magie trouver des bugs qui vont venir nous arriver, qu'on va régler de façon plus ou moins Ouais. visible. Ben oui, puis non. En fait, c'est qu'on va arrêter de faire le nouveau développement pour corriger le bug. Fait que là, on va avoir 2, 3 patentes en parallèle. On va être encore pris dans de la perte de temps. Oui. Ben, heureusement, il y a des solutions à ça. Ben, premièrement, intégrer le client dans l'équipe pour être capable d'avoir sa rétroaction rapide. Dès qu'on a une question, on y pose, on a réponse. Donc,
Le client, c'est le product owner. Puis là, évidemment, il faut choisir le product owner. C'est la personne qui a les réponses. C'est pas quelqu'un qui n'a pas les réponses et qu'il faut qu'il aille les chercher chaque fois. Là. Ça ne marche pas non plus. Là. Okay? Ensuite, il y a un décalage à gauche des tests, c'est-à-dire qu'on va développer nos tests avant le code, mais pas trop longtemps avant le code. Ouais. Hein? Sinon, c'est de l'inventaire aussi. Là. Ça devient des travaux en cours. On va définir nos critères d'acceptation un peu plus tôt, puis on va écrire notre code pour tester les critères d'acceptation et tester unitairement notre code à peu près en même temps que le code. C'est au même principe que si j'écris des tests beaucoup plus loin que mon code, ben c'est possible que j'aie fait du code qui est mauvais, puis que je le vois beaucoup plus tard. Ben, si j'écris des tests beaucoup trop en avance, j'écris du code de test, ben le code de test, on sait que c'est du bon code de test quand on commence à tester du code de production avec. Fait que si c'est trop loin, ben même principe. C'est du travail à refaire. Oui. C'est du rework. Puis, il faudra envisager Kanban aussi. Donc, un tableau Kanban, ça nous permet de faire une gestion visuelle. Et ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ait trop de trucs de commencer, pas terminer. Autrement dit, un développement efficace, c'est quand on commence quelque chose, on le finit avant d'entreprendre quelque chose d'autre. C'est possible que certains éléments soient bloqués à un certain moment donné, mais ça ne devrait pas être la norme, ça devrait être l'exception. Oui, clairement. Puis quand ça s'empile tout à la même place, ben, ça veut dire qu'on a besoin d'un peu plus de connaissances générales de tout le monde sur un domaine, puis d'avoir des équipes qui sont un peu plus multidisciplinaires pour aider. Donc, ça vient nous indiquer quels sont nos besoins en formation? Oui. Excellent. Oui, clairement. Antipatron numéro 5, l'artisan. L'artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui aime travailler de ses mains et faire des étapes manuellement à répétition. C'est confortable de faire des choses répétitives. OK? On fait toujours de la même façon. Oui, c'est pas stressant. À peu près. C'est pas stressant, c'est le fun. On a l'impression d'être productif, mais c'est pas si productif que ça. C'est qu'une impression. Ouais. On a une couple de conséquences à ça. Okay? Première conséquence, on va limiter l'automatisation. Je suis pas intéressé à faire des trucs automatiques. Je le fais manuel. Donc, c'est sûr que l'automatisation des tests n'avancera pas. L'automatisation des déploiements n'avancera pas non plus. La gestion des données de test encore moins, parce que de toute façon, je fais mon test manuel. Je vais aller chercher la donnée ou créer la donnée au besoin quand j'en ai besoin. Je vais en trouver une. Puis je vais recommencer mon test 3 fois s'il faut, mais c'est pas grave. Je le fais manuellement de toute façon. Puis là, ben, c'est sûr que, comme effet très insidieux, tout ce qui s'appelle contrôle des versions, ben, comme j'ai pas de script pour déployer et j'ai pas d'option de configuration automatisée, j'ai aucune de ces choses-là que je peux mettre sous contrôle de version. Et on sait que le contrôle des versions au niveau des configurations de l'application a un gain plus grand que le code lui-même. Que je perds beaucoup. Intéressant. Et ensuite, on se retrouve avec les Snowflake Servers. Un flocon de neige, quand on les regarde, ils ont tous l'air pareil. On prend un microscope, on regarde de plus proche, ils sont tous différents. Le Snowflake Server, qui a été nommé par Martin Fowler, c'est le patron où on se retrouve avec des serveurs qui ont toutes des petites différences. Puis par expérience, je peux vous dire qu'il n'y a à peu près rien de pire qu'un serveur qui n'est pas à la même heure que les 12 autres. Parce que dépendant de ce qui roule dessus, on va avoir un problème qui est intermittent. Donc, étant donné que la plupart du temps, on va rouler ces serveurs-là dans des machines virtuelles, ben, on s'attend à ce que l'ensemble de nos environnements soient tous configurés de la même manière. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir apparaître un bug dans un système qui semble se produire sur un seul serveur ou sur 2 ou 3 serveurs et que les 12 autres à côté, le bug ne se produit pas. Mm-hmm. Ça veut dire que le problème, il n'est pas dans le logiciel, il est dans la configuration du serveur. Mais là, lequel paramètre? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été installés tous de la même manière. Là, c'est ça qu'on veut éviter. Tout ça pour dire que les flocons de neige, c'est parfait ces pistes de ski. Mais pas en développement, non.
pas très bon dans les serveurs. Alors, les solutions pour ça, il faut donner premièrement une formation pratique, notamment sur l'ensemble des capacités techniques, pour que chacun des développeurs puisse appliquer les meilleures pratiques et cesser de vouloir faire des choses répétitives de façon manuelle. Souvent, le code est faire du code, c'est une obligation pour arriver à livrer le logiciel, OK? On est obligé de le coder. Puis souvent, tout ce qui s'appelle automatisation de test, puis toutes ces techniques-là qui sont un peu plus récentes, ne sont pas émergentes, sont un peu plus récentes, il faut se pratiquer dessus. Puis il va y avoir des barrières à l'adoption de ces techniques-là. Avec une formation, ça va aider beaucoup parce que souvent les gens, soit qu'ils sont pas au courant, fait qu'avec la formation, on va le voir, soit ils perçoivent un risque de briser leur sprint, de ne pas livrer parce qu'ils ont peur de ne pas se rendre. Ils ont peur de ne pas réussir à rentrer dans les 2 semaines. Mais à partir du moment où on a une formation puis qu'on l'a vu à l'œuvre, on sait que ça se fait, on sait que c'est faisable, et on qu'on vient a limiter des le bons risque. exemples. Oui. Ça prend des bons exemples aussi pour pouvoir se fier et dire OK, c'est comme ça qu'on fait. D'accord, OK. Parce que moi, j'ai entendu des développeurs qui me disaient oh, moi, l'automatisation des tests, je crois pas à ça. Désolé, les croyances, c'est pour les lieux de culte. Les bonnes pratiques disent l'automatisation des tests, ça marche. Les gestionnaires, eux, ils disent il faut automatiser les tests, mais là, ça va coûter encore plus cher parce qu'il y a une activité de plus à faire. Non, mais ils ne voient pas que l'activité de plus au début, ça va être beaucoup d'activités de moins ensuite. Pour avoir fait de la mesure de productivité de développement logiciel, je peux vous assurer que ceux qui automatisent les tests, typiquement, ils vont entre doubler et quadrupler leur productivité. Quadrupler, j'ai vu. Bon, c'était un cas, là. mais doubler puis tripler, ça, j'en ai mesuré beaucoup. Puis il y a un gros impact sur quand on commence à faire le test. Parce que pour l'avoir vu en développement, quand on fait du développement, il faut se mettre une condition initiale pour faire rouler notre programme, si on veut, ou amener notre programme dans un certain état. Quand je le fais en technique TDD, je vais programmer cet état-là dans ma séquence. Puis tout de suite avant de faire le code, je commence ma séquence de test, puis ça vient éviter que je fasse des étapes manuelles dès le début. Dès que je commence mon code, pendant le développement, je m'évite du manuel en partant, parce qu'il faut de toute façon que je réussisse à amener mon programme jusqu'à l'état dans lequel je veux faire mon code. Puis si je suis capable de le faire en cliquant sur un bouton, c'est idéal. Ouais. Puis aussi, il y a du coaching, évidemment, sur notre vision DevOps. Dire, si on s'en va DevOps, c'est pourquoi on s'en va là. Qu'est-ce qu'on veut faire au juste? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelle sorte de performance de livraison logicielle on veut avoir? Et ça ne sera pas possible d'atteindre ces performances-là si, entre autres, nos 11 capacités techniques, qui incluent beaucoup d'automatisation, si on ne les applique pas, il ne faut quand même pas espérer tirer les bénéfices du DevOps si on ne met pas en pratique ses capacités. Antipatron numéro 6, externaliser vers des artisans. Ouais. Ça, c'est quand on a la bonne idée de dire, je vais sauver des coûts, je vais envoyer une partie de mes opérations à l'externe qui vont faire ces étapes-là, généralement manuellement. Pour différentes raisons, ils n'ont pas de gros intérêt à automatiser. En fait, on ne leur a pas demandé d'automatiser. On leur a demandé de faire des actions et on les paye souvent à l'heure. Puis, même, j'ai vu des cas où on a spécifié par contrat aux sous-traitants qu'on voulait une couverture minimale de tests automatisée de 80%. Donc, ça sous-entend ça qu'on peut se permettre d'exclure 20% du code qui ne sera pas testé de façon automatique. Et là, le sous-traitant, il fait quoi? Parce qu'il est payé à forfait. Il
il a peur de perdre son argent s'il automatise trop de tests parce qu'il n'a pas compris que ça allait augmenter sa productivité. Fait qu'à la place, il rajoute un paquet d'exclusions. Il arrive à la fin, il a exclu la moitié du logiciel, puis il dit, ben, je couvre 80% de ce qui reste. Ça fait juste 40% là, de couverture de test. Puis là, ça donne toujours que c'est ce logiciel-là qui est buggé après en production. Hein? Donc, les conséquences. Plusieurs conséquences, c'est sûr. Justement, on en parlait. Mais, Donc, on va limiter l'automatisation, le même principe. Donc, c'est encore pire même parce que plus que si on fait un logiciel qui est fait un peu à contrat, ben, tout bug qu'ils vont trouver pendant la création, ils vont devoir le régler immédiatement, alors que s'ils attendent, ça va être des frais supplémentaires par après au client pour le régler. Fait que c'est beaucoup plus payant de laisser les bugs là, malheureusement. On a un transfert de responsabilité. Si j'embauche une firme pour faire l'assurance qualité de mon logiciel, ben, je vais me décharger de la responsabilité. Il y a une firme qui fait l'assurance qualité. Ils vont trouver les bugs. Parce que les sous-traitants ne font pas juste du développement. On embauche certains sous-traitants juste pour faire l'assurance qualité. Ouais. Mauvaise idée. C'est pas une bonne idée. Ce que l'étude de State of DevOps rapporte, c'est que les logiciels qui ont été développés par un tiers ont tendance à être associés à des performances de livraison qui sont moins grandes. Ouais, plus faibles. Donc, en effet. Petite problématique. Ben, pour régler cet antipatron, ben, il faudrait spécifier par contrat les tests et l'automatisation, mais il faudrait aussi spécifier le niveau d'exclusion acceptable dans certains cas, n'est-ce pas? Mais ça serait aussi une bonne idée de dire que le sous-traitant est responsable de corriger les bugs à ses frais. Et là, il augmenterait peut-être la qualité. C'est peut-être qu'il faut renseigner ce sous-traitant à l'effet que si il automatise ses tests, sa productivité va augmenter, puis si elle augmente, il va faire plus de profit, puisqu'il est payé à forfait. Hein? Donc, l'autre chose, c'est que les projets qui sont critiques, ben, on ne les donne pas à un sous-traitant, on les développe à l'interne avec du personnel motivé à appliquer les meilleures pratiques et faire en sorte que le DevOps fonctionne pour vrai. Antipatron numéro 7, la hiérarchie de contrôle. Ça, c'est quand la hiérarchie organisationnelle vient s'inviter dans notre prise de décision au jour le jour. Grosso modo. Autrement dit, ça ralentit et de façon substantielle notre processus de décision. Ouais, donc, dès que j'ai besoin de faire quelque chose, je suis pris avec des décisions qui sont hiérarchiques, qui sont parfois prises sur des bases incomplètes, au mauvais niveau, parce que c'est pris à une décision trop haut dans la hiérarchie pour des décisions qui n'ont pas les connaissances sur tous les aboutissants et tous les avenants qui viennent avec cette décision-là. On est un peu pris avec ça. Fait que on a des conséquences, c'est sûr. Hein, notre communication entre départements, quand on est organisé de cette façon-là, si j'essaie de communiquer avec quelqu'un de l'équipe d'à côté que c'est trop hiérarchique, ben, je vais devoir demander à mon patron, qui va demander au président en haut, au directeur, qu'importe, qui va redescendre vers l'autre côté. Le temps que toutes ces rencontres-là aient lieu, ben, j'en ai peut-être pour un mois ou deux avant qu'il y ait une décision qui se prenne. Puis parfois, on veut avoir des décisions qui ont une économie d'échelle et qui ont un impact monétaire. Bon, il y a des décisions qui doivent se prendre de façon plus large lorsque ces décisions-là ont une pérennité, ont une durée de vie qui est stable dans le temps. Donc, avec les bons conseils, les bonnes prises, ça va. OK? Mais les décisions qui sont très fréquentes, bon, on veut éviter ça à tout prix. Hein? OK? Puis on veut éviter ça dans notre communication. Sinon, ben, pendant que j'attends d'avoir une réponse de l'équipe d'à côté, ben, mes travaux restent en attente. On est bloqué. Ben, des travaux en cours. Des travaux en cours. Ça. Notre décision bureaucratique ben, devient très lente. L'approbation simple vient en prendre pour son rhume. Ça ne fait pas des meilleures approbations parce que c'est pris à un autre niveau. Ils n'ont pas toute l'information. On n'a pas moins d'erreurs. C'est juste plus long.
Ouais. Quand on a des changements à faire, ben faut attendre le délai. Fait qu'on n'est pas capable de s'adapter. La vision, ben là, on n'est plus capable. On commence à la perdre, là, parce que c'est réparti en 2, 3 départements. On a de la misère à suivre la vision d'évolution de notre système. Et là, c'est typique, ça, des structures organisationnelles qui sont mésalignées sur la chaîne de valeur. Alors, les organisations sont efficaces lorsque leur structure hiérarchique est alignée sur la chaîne de valeur. Mais la chaîne de valeur, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Puis normalement, la structure aurait dû s'adapter au fur et à mesure des changements. Puis ils n'ont pas fait cette architecture d'entreprise-là. Puis après ça, ben, on est pris avec des inefficacités dans l'organisation. Ouais. Puis bon, ben, souvent, ben, comme on est très hiérarchique, la reconnaissance personnelle vient en prendre pour son aussi, parce que là, on va donner la reconnaissance au gestionnaire qui a tellement bien géré son équipe. Dans le fond, il a juste ralenti tout, mais... En effet. L'autorité. L'autorité est forte, donc quand l'autorité des gestionnaires est un peu trop forte, on se retrouve avec une problématique au niveau des équipes qui sont moins autonomes, parce que on n'ose pas prendre de décision vu que l'autorité dans la hiérarchie ne peut pas être vraiment remise en question. Donc, on n'a pas cette autonomie-là. T'sais, on veut une équipe qui est assez autonome pour qu'on puisse lui donner des alignements sur ce qu'on veut faire en général. Des objectifs. Qu'elle prenne ses décisions en fonction de cette direction-là générale. Mm-hmm. Pas facile. Ouais. Alors, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires qui ont les compétences qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, mais les directives aussi, c'est qu'on va leur fournir des directives et des critères pour qu'ils puissent appliquer ces critères de décision. Il faut leur faire confiance aussi, là. Bien sûr. Donc, il faut aussi donner de la récompense en fonction de la valeur d'affaires produite. Parce que souvent, cette hiérarchie de contrôle, elle est en place pour éviter de perdre le contrôle. Or, il y a moyen de le gagner de contrôle sans être obligé d'être partie prenante dans chaque décision ou micro-décision qui est à prendre. Normalement, si on fait le suivi de la valeur d'affaires produite, ça devrait parler d'elle-même, cette valeur-là, puis réconforter ou rassurer le gestionnaire que les bonnes décisions ont été prises. Donc, ça, c'est comme la ruée vers l'or du 19e siècle, où on pouvait travailler bien fort pour juste se ramasser un gros tas de cailloux qui avait... On a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, on a ramassé quelque chose qui est énorme, mais qui a peu de valeur par rapport à quelqu'un d'autre qui aura travaillé mieux, qui aura trouvé une petite pépite d'or qui, elle, avait beaucoup plus de valeur. Ouais. Donc, oupsie. Antipatron numéro 8, le MVP va en prod pour y demeurer, pour y rester. On fabrique un genre de prototype où on pense qu'on fabrique un prototype, mais finalement, soit que par manipulation, on s'est fait demander un prototype pour tenter de couper des coûts, mais en bout de ligne, on a fait quelque chose qui n'est pas prêt pour la prod, qui normalement devrait nous permettre d'expérimenter, mais il finit par rester en production à l'infini. Mais il n'est pas équipé pour ça. Il n'est pas bâti pour la production. Donc, on se retrouve avec une problématique, beaucoup de conséquences en fait. Bon, ben, parlant de conséquences, le mauvais usage du MVP. Le MVP, à l'origine, ça sert à faire de l'expérimentation, puis ça pourrait même être du slideware qu'on appelle, donc un PowerPoint qui permet de dire, écoute, est-ce que ça correspond aux étapes que tu as besoin pour travailler? Parfois... MVP, Minimum Viable Product, donc produit minimum viable. Ouais. C'est une preuve de concept. Normalement. C'est comme ça que c'est arrivé dans
la littérature originalement. Mm. Ça l'a dévié dans le sens, qu'est-ce qui est le produit le plus petit que je peux faire qui me permet d'utiliser? Puis en fait, c'est qu'est-ce que je peux avoir de plus petit qui me permet d'essayer de valider une idée ou une conception. Parfois, c'est de l'ergonomie, ça me prend un peu plus détaillé. Parfois, c'est un peu plus simple. C'est variable en fonction de ce que je veux valider. C'est pas le plus petit lot de fonctionnalités que je peux livrer. On veut tester notre produit en production auprès d'un sous-ensemble de nos utilisateurs, par exemple, Ouais. pour voir est-ce qu'on a fait notre design d'interface adéquatement, est-ce que les règles d'affaires sont implémentées correctement. Donc, c'est quand on a besoin de cette rétroaction-là, de pas nécessairement 5000 utilisateurs, mais peut-être une petite poignée, là. C'est sûr qu'à partir du moment où notre prototype qui finit par être le produit, on n'a jamais expérimenté, on n'a pas fait de la rétroaction. Nos équipes n'ont pas validé des hypothèses, ils ont juste fait quelque chose à peu près qui parfois réduit la fonctionnalité. En tout cas, des fois, ça peut être négatif comme gain de performance. Ça peut être plus difficile pour le client au bout de ligne de faire le travail, mais je ne l'ai pas vu. J'ai pas nécessairement instrumenté ce logiciel-là pour pouvoir établir comment il se comporte en production. De toute façon, je n'avais pas besoin de me soucier beaucoup de la performance. C'était pas supposé rester là longtemps, mais c'est encore en prod. Là, on a un petit problème avec ça. Puis, en faisant ça, puis c'est normal, on n'a pas besoin d'une même qualité pour une expérimentation. On l'a laissé faire. Puis, on a fait un lot. On a un gros lot. Ouais. Plutôt gros lot. Petit. Mais c'est correct. C'est une expérimentation. Dans ce contexte-là, c'est bon. On veut expérimenter. Fait que quand j'expérimente, je ne suis pas pour faire le même niveau de test que j'ai pour quelque chose qui s'en va en production. Tant que c'est clair, ça va, là. Ouais. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'ai fait quelque chose qui était une expérimentation, puis là, ça ne l'est plus. Puis j'ai perdu mon occasion d'expérimenter, de m'améliorer. Je n'ai pas automatisé ce morceau-là, alors que j'aurais dû le faire par après. Pas autant que ça serait nécessaire. Et c'est normal qu'il plante une fois rendu en prod, parce que c'était pas fait pour cette capacité-là. Et là, comme on a manqué de rétroaction, l'amélioration continue. Elle est partie, là. Elle n'est pas au niveau qu'on le voudrait. Puis il y a une déresponsabilisation de l'équipe qui va se produire aussi, puisque l'équipe se détache d'un produit dont elle sait que la qualité n'est pas au rendez-vous parce qu'elle était convaincue que ce n'était qu'un prototype pour tester ce qu'on faisait le bon produit. On fait quoi avec ça, Sylvie? On fait quoi avec ça? Alors, on va employer un MVP, donc notre Minimum Viable Product, pour expérimenter, mais on va employer un MMP pour la production, donc Minimum Marketable Product, donc un produit utile, complet, testé. La qualité est au rendez-vous. On l'a développé en petits lots. On a fait l'ensemble des principes clés qui auront été appliqués et la majorité de nos capacités de DevOps qui auront été mises en œuvre. Antipatron numéro 9, la fausse agilité. Ah oui. Boom. Ouais, tu lances une bombe, là. Je lance une La bombe. fausse agilité. La fausse agilité. Parce que là, ça, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Oui. C'est quand on pense faire de l'agilité, mais qu'en réalité, on n'agit pas de la bonne façon. On ne fait pas de la réelle agilité. On fait un genre... C'est un peu un mélange de waterfall déguisé ou de... Il manque des morceaux. Il faut avoir tous les morceaux pour faire de l'agilité. Là, il y en manque, OK? Puis, pour bien comprendre un peu qu'est-ce que ça a l'air, ce qui est bien, c'est que le département de la défense américaine a sorti des indicateurs principaux de la fausse agilité pour aider justement les gens à l'intérieur de la défense de venir s'améliorer là-dedans puis détecter quand est-ce que on n'est pas vraiment en agilité, mais qu'on est plutôt dans un développement douteux, qui appellent eux autres du agile bullshit. Agile bullshit. C'est quelque chose. Par exemple, on a une équipe de développement qui n'observe jamais son utilisateur en train de se servir du logiciel. Je fais un logiciel, je m'en sers même pas moi-même, et je regarde même pas mon utilisateur. Pour voir comment il s'en sert, puis
Où est-ce qu'on a raté une coche, là? Généralement, c'est les bons mots qu'il y a pour le logiciel qu'on rate, là, puis Aussi. on devrait entendre de temps en temps. Ça fait mal, mais on devrait entendre un utilisateur se plaindre de notre logiciel. C'est toujours une bonne idée douloureuse, mais ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a raté. Ok? On a parfois la rétroaction de l'utilisateur qui est non disponible. Fait que non seulement j'ai pas vu l'utilisateur, mais même si quelqu'un l'a vu, ce qu'a dit notre logiciel, c'est pas rendu jusqu'à nous. Hein, on nous a protégés. C'est gentil. Oui, Merci. non, on nous protège pas en faisant ça. Non. On n'est pas en train de nous rendre On service. nous aide à continuer à empirer notre cas. Ouais. On a parfois les respects des exigences qui deviennent plus importantes que l'utilité ou la valeur du logiciel. Je veux livrer un logiciel qui fonctionne, qui est utile, et non pas des... C'est des cas qu'on dit l'opération est réussie, mais le patient est mort. Ça ressemble à ça, ou un auto qui a 4 roues, mais en ligne, une dans l'air de l'autre. Tu sais, ça disait livrer 4 roues. Il y a 4 roues. Ouais. Ils sont tous en ligne. Il y en a 2 sur le toit, qu'importe. C'est plus une auto. OK? Les parties prenantes travaillent indépendamment en silo. Tout le monde travaille de son bord, de sa façon, de sa technique, parce qu'ils ont leur objectif d'installer des serveurs, de faire du code, de monitorer des serveurs, alors qu'ils devraient monitorer l'application. Fait que chacun travaille dans son silo, dans son bord, et on n'est pas en train d'avoir un objectif commun de livrer des fonctionnalités qui ont de la valeur pour le client. Okay? L'utilisateur final, ben lui, il est simplement absent, on ne l'a jamais vu. Puis, ou on l'a vu une fois au début, mais on ne l'a plus jamais revu du lot. Fait que ça, c'est un peu problématique. Là. Puis la personne qu'ils ont nommée comme product owner, elle connaît rien ou très peu de choses du domaine d'affaires. Ouais, effectivement. Puis souvent, on a des processus qui devraient être automatisés, qu'on sait automatiser. De l'intégration continue, ça s'automatise. Mais non, tout d'un coup, c'est toléré. Qu'on le fasse manuellement. Oui, des tests, ça s'automatise. C'est connu. Ça fait des années qu'on fait des tests. Ouais. On est capable de faire ça. Puis, tout d'un coup, on tolère des tests manuellement. Ça passe. Ça devrait pas. Donc, on a cette culture DevOps-là qui s'en va. Alors, c'est quoi les conséquences de la fausse agilité, Jean-Marc? Ça va ressembler beaucoup comme résultat à ce qu'on a au Waterfall. Parce que dans le fond, le problème du Waterfall, c'est qu'on fait tout, puis après ça, on se rend compte de nos erreurs à la fin, une fois qu'on livre. On va avoir le même principe. Fait que la fonctionnalité ne correspondra pas du tout aux besoins de notre client. Pas du tout, ou en grande partie. En grande partie, il va y avoir une inadéquation au niveau de la fonctionnalité. Puis des problèmes de qualité. Au niveau de notre équipe, on a empêché notre rétroaction des clients, ils n'étaient pas là. On a empêché d'expérimenter. Je peux bien expérimenter, mais il n'y a personne qui me dit si ça a de l'allure ou pas. Fait que je peux pas expérimenter bien loin. Puis souvent, je me préoccupe pas trop de la production, parce que ça vient après, ou c'est une autre équipe, ou c'est livré à la fin. Fait que je vais me retrouver que lorsque je vais commencer à opérer mon système un an plus tard, je vais trouver que ça me prend beaucoup d'efforts. Parce que toutes les erreurs que j'ai faites, ils vont se retrouver 10 fois en prod. Fait que ça, c'est un peu problématique. Notre performance de livraison va être en deçà de ce qu'on espérait. On voulait une performance agile, on a une performance waterfall déguisée, puis on se demande pourquoi, on fait de l'agile. Pourtant, on a certifié 20% de notre monde sont Scrum Master certifiés. Oui, mais bon. On pensait faire de l'agile. Non, on ne l'a pas fait. Non, ils sont peut-être à la mauvaise école. Puis je dis des fois, PO manquant, produit manqué. Ça nous prend un bon PO. C'est la pierre angulaire. Quelqu'un qui connaît le produit et qui veut que ça marche. Le PO est vraiment un rôle clé. Ouais. Puis il faut qu'il veuille que ça marche. Il faut qu'il maîtrise son domaine d'affaires et qu'il ait la capacité de réunir l'ensemble des intérêts des parties prenantes. Oui. Fait que tout ça vient brimer notre qualité, nos petits lots, nos principes clés. L'automatisation, pour automatiser, on va tout tester le dernier mois. L'amélioration continue, on n'a pas de rétroaction. On ne peut pas s'améliorer sans rétroaction. Responsabilité, j'ai jamais vu mon client se plaindre de mon logiciel. C'est correct. Si je suis dans un autre pays, c'est encore mieux.
Moins. Mettons. Ben, le client n'est pas là. Ouais. Heureusement, pour la fausse agilité, il y a des solutions aussi. D'abord, coacher les personnes impliquées, puis les patrons, bien sûr. Le product owner aussi, nos utilisateurs, l'ensemble des parties prenantes. C'est quoi de la vraie agilité? Amener les équipes à mieux appliquer les 12 principes du manifeste agile. Donc, le manifeste agile, c'est pas comme le menu d'un restaurant où on choisit un, deux ou trois éléments du menu qui nous intéressent. Non, non. Pour être agile, il faut toutes les faire. Puis pour s'en aller DevOps, il faut être agile plus plus. Donc, ça dit, nos 12 principes, non seulement on les applique bien. Alors, il faut peut-être évaluer ce qu'on applique des 12 principes, comment et qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis on l'améliore. On fait ça à travers des rétrospectives, par exemple. Donc, il faut évaluer régulièrement les performances de livraison de logiciels, notamment avec nos 5 mesures clés. Puis, on s'ajuste pour les améliorer. Puis là, on veut les voir, les résultats. Là. Puis, il faut valoriser les bonnes pratiques agiles. Donc, il ne faut pas féliciter les gens d'avoir tout fait pour essayer de passer à côté. Là. Non, au contraire. Ah, puis ça peut être insidieux, hein? Ça peut être hey, bravo, vous avez réglé les 12 bugs en production qui ont été insérés, parce que vous n'avez pas fait de test. Vous avez réussi à régler ça en travaillant en overtime, vous êtes vaillant, vous êtes bon. Alors que l'autre équipe à côté a juste pas envoyé 12 bugs en production. Okay? Eux, il faudrait les féliciter. Ils les ont pas envoyé des bugs. On les a pas vus. Faut pas être félicité pour le nombre de bugs qu'on corrige, mais pour le nombre de bugs qu'on n'a pas fait. Ouais. Qu'on n'a pas créé. Moi, mon auto, je suis content du nombre d'alternateurs que j'ai pas changé et non pas du temps que ça prend au garage à remplacer l'alternateur. En effet. Et finalement, l'antipatron numéro 10, le Scrum, trop rigide. Oui, ça, c'est quand on applique Scrum, mais en le faisant d'une façon très contrainte, d'une perspective qui date un peu, parce que Scrum a quand même quelques années, hein, plusieurs années déjà. Scrum a plus de 20 ans déjà. Il a évolué, mais parfois notre vision n'a pas évolué. Ouais. Puis souvent, quand les gens lisent et interprètent le guide Scrum, c'est bizarre. Dans le guide Scrum, pourtant, ça dit que l'état du logiciel à la fin d'un sprint, c'est qu'on devra obtenir un incrément de logiciel potentiellement déployable en production. Mm-hmm. Alors, les gens, souvent, ils interprètent ça pour dire, ben non, l'incrément, il faut qu'il arrive juste à la fin du sprint. Non, n'importe quand pendant le sprint, si je veux déployer en production tous les 2 jours, Scrum ne m'empêche pas de le faire. Ouais. Mais en fait, on veut le client dans l'équipe pour qu'il puisse approuver au fur et à mesure. Puis, on déploie fréquemment et on active nos fonctionnalités en production sur demande. Donc, on veut déployer fréquemment, mais activer, donc faire le release, libérer le logiciel, en fait, faire l'activation du logiciel sur demande. Donc, nos fonctionnalités, on ne les veut pas dans une branche qui attend un OK pendant un mois, parce que c'est à ce moment-là où on va venir prendre 2-3 fonctionnalités différentes dans des branches différentes. On va venir tout mélanger ça ensemble. Ça va passer théoriquement. Puis là, on va se retrouver avec ce qu'on appelle les merges sémantiques, les conflits de merge sémantiques. Je vais expliquer ça un tout petit peu. Mm-hmm. On ne l'avait pas abordé dans le déploiement sur le tronc. Le déploiement sur le tronc, ce qu'on veut vraiment, être toujours le plus proche possible du tronc. Puis ça, c'est une des grosses aspects de ça, c'est d'éviter les merges sémantiques. Un merge sémantique, par exemple, c'est lorsque on est capable de remettre les morceaux ensemble, mais que ça ne fait plus de sens. Par exemple, j'écris « J'aime les raisins verts à cause de leur chair tendre ». Et là, tout d'un coup, quelqu'un passe et dit « J'aime les raisins verts à cause de leur chair tendre » et il remplace « Mais il faut se méfier des pépins ». Quelqu'un d'autre passe à côté et remplace par « J'aime les bananes jaunes à cause de leur chair tendre ».
tout d'un coup, ça vient être mergé. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve avec j'aime les bananes jaunes à cause de leur chair tendre, mais il faut se méfier des pépins. Ce qui fait plus de sens. Et la phrase a été consolidée, le merge a réussi, mais ce qu'on obtient fait plus de sens. Ça fait plus de sens, en effet. Puis plus que les branches pourrissent, plus que ça arrive. OK. Donc, d'où l'importance de faire les choses rapidement. Ouais. Puis, donc, on développe, on fusionne sur le tronc. Puis On active après. On active après, on passe à la prochaine fonctionnalité ensuite, puisque tout a été terminé, ça a été testé. Puis, en fusionnant, on a aussi, évidemment, avec le pipeline, on a aussi vérifié qu'on n'avait pas créé de régression. Ben oui, parce que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste les deux. Dans le cas des fonctionnalités activables, désactivables, on a une boucle qui teste la fonctionnalité désactivée, qui s'assure que tout est beau, et qui teste avec la fonctionnalité activée. On est capable de faire ça. Mais tout ça, ce Scrum rigide-là a quand même une couple de conséquences. Là, on en parle, mais on va être plus, on va limiter notre fréquence de déploiement. Ouais. On va attendre à la fin du sprint. Ça, c'est... Parce qu'il y a des équipes qui disent non, on va attendre à la fin du sprint, on déploie rien entre-temps. Oui, mais là, ta rétroaction va arriver le sprint suivant, puis ça va tout défaire ta planif. Là. Ah, oui. Fait que là, c'est pas mieux. Là. On va souvent négliger la production. Donc, on va attendre pour mettre ça en production. On va se concentrer sur les fonctionnalités. Fonctionnalité. On va négliger maintenance et la production elle-même. Ouais. On ne peut pas juste faire des fonctionnalités. Hein. On n'est pas purement fonctionnalité. Il faut maintenir ce logiciel-là. Sinon, il va finir par être obsolète. Okay. Ouais. Puis ça va souvent augmenter notre dette technique. Tout ça, ça vient brimer un peu l'expérimentation de l'équipe. J'ai attendu. J'aurais pu les livrer plus tôt, avoir de la rétroaction, faire des correctifs. Peut-être que le faire correctement, j'aurais pu, dans la dernière semaine, au lieu de faire la nouvelle fonctionnalité qui n'était pas si urgente que ça, j'aurais peut-être pu faire marcher ma première fonctionnalité vraiment bien. Mm-hmm. Au lieu de me retrouver avec une urgence de faire quelque chose vite pour que ça marche. J'aurais eu aussi la rétroaction de ma production plus rapidement, puis ma qualité d'être technique. C'est comme ça qu'on se ramasse avec du code neuf qui est tout patché. Oui, définitif. Malheureusement. Ça nous amène à quelques pistes de solutions. Ben oui. On va conserver de Scrum uniquement les pratiques qu'on juge utiles, puis certainement pas de faire un seul déploiement à la fin du sprint. Okay? Donc, nos mêlées quotidiennes pour se synchroniser, puis faire une gestion visuelle, ça marche bien. Nos rétrospectives, les faire à la fin de chaque sprint, ça va bien. Les revues de sprint, peut-être qu'on va en faire au fur et à mesure que c'est prêt. Même chose pour les déploiements. Donc, il faut faire comprendre aux personnes impliquées toutes les nuances flexibles de Scrum quand on le combine avec Kanban, combien ça vient nous aider à faire cette gestion visuelle, puis se concentrer sur une et une seule chose à la fois, mais bien le faire, puis éviter les pertes de temps en ayant trop de tâches parties en parallèle alors qu'on commence plein de trucs, mais on finit jamais rien. En résumé, on vient de voir les 10 antipatrons culturels qui sont Project Owner au lieu de Product Owner, le vite, planification par budget au lieu de par valeur, le mini waterfall, l'artisan, externaliser vers des artisans, la hiérarchie de contrôle, le MVP va en prod, la fausse agilité et le Scrum rigide. Il nous en manque 2 pour le calendrier. Hein. Bon, on en voudrait un par mois? Oui. D'accord. Donc, en conclusion, il faut miser sur les capacités qui supportent le DevOps. Donc, et c'est pas les mesures qui vont venir mener ce qu'on va accomplir, c'est ce qu'on va accomplir va se refléter dans les mesures. Et
c'est ces résultats-là qu'on veut voir améliorer sans se mentir. On veut évidemment mesurer correctement les résultats. Pour cette raison-là, donc, ça va devenir important. Et on va vouloir surveiller, bien sûr, nos 5 principes clés et s'assurer que, au fur et à mesure qu'on progresse, que ces principes sont de mieux en mieux exploités. Alors, je voudrais remercier chaleureusement notre invité, Jean-Marc Lavoie, coach DevOps en industrie. Merci, Sylvie. Avec lequel, il y a déjà plus de 22 ans, Ouais. tu avais déjà mis en place dans notre équipe un pipeline qui testait, qui lançait les tests automatisés à chaque fois qu'un nouveau check-in, un nouveau commit de code était fait, ça buildait, puis ça retournait la rétroaction des tests aux développeurs et à toi, qui était l'architecte à l'époque, le leader technique de l'équipe. Et on faisait ça il y a plus de 20 ans, t'imagines? Il n'y a aucune raison. Il y a encore du monde aujourd'hui qui disent qu'ils n'y croient pas. Alors, le jour où un membre d'équipe vous dit telle ou telle pratique, ah, je ne crois pas à ça. Ce qu'il faut entendre, c'est je ne sais pas comment faire. J'ai pas les compétences et je veux pas passer pour un incompétent en m'essayant sur quelque chose que je maîtrise pas. C'est juste une façon différente d'exprimer j'ai besoin de formation et d'accompagnement. Oui. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Merci bien.